Ok. 15 heures, pile. Bon, on y va? C'est bon, Rémi? Allez. Merci, Cathy. Donc, je vais vous dire ce que j'ai compris. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas forcément moi qui ai raison. Donc j'ai pris des notes, mais cette fois-ci, c'est difficile de prendre des notes, j'ai trouvé, parce que on revenait beaucoup en arrière. Enfin, il fallait vraiment, c'était difficile, quoi. C'était un peu difficile à suivre, j'ai trouvé. Donc, je vais vous dire ce que j'ai compris et comment j'ai essayé d'ordonner un petit peu ça, hein. Parce que moi, ce qui m'a gêné un petit peu, c'est au début, en tout cas, après ça allait mieux, on ne savait plus si c'était les Chitamatrins ou si c'était les Madhyamika qui parlaient. Donc, j'ai essayé au moins de clarifier ça. Déjà, je pense qu'en partant de ça, on devrait y arriver, hein. Voilà. Bon, donc, juste comme intro, juste pour vous dire, enfin, voilà, pour commencer, comme prémisse, si vous voulez, c'est que bon, ce sont deux écoles du Mahayana, hein, les Chitamatrins et les Madhyamika. Hein, ce pas des écoles linéalistes, c'est des écoles du Mahayana. Et pour les deux écoles, donc ces deux écoles, Chitamatrins et Madhyamika, nos consciences sensorielles nous trompent. Hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire, pour les Chitamatrins, pourquoi est-ce qu'elles nous trompent? C'est parce que les objets des consciences sensorielles semblent exister à l'extérieur, alors que non. Pour les Madhyamika, parce que les objets des consciences sensorielles semblent exister de par eux-mêmes. Okay, donc on est à un autre niveau. Mais dans les deux cas, hein, les objets, nos consciences sensorielles nous trompent. Hein. Donc dans un cas, parce que les objets semblent exister à l'extérieur, et pour les Madhyamika, parce que ces objets semblent exister de par eux-mêmes. Donc ça voudra dire que pour éliminer l'ignorance, il faudra uniquement la vue prasangika, c'est-à-dire voir que les objets n'existent pas véritablement. Si vous voyez simplement que les objets n'existent pas à l'extérieur, ça ne sera pas suffisant. À l'extérieur, voilà, qu'il y a les consciences sensorielles et que les objets sont à l'extérieur. Pour les prasangika, ça ne sera pas libérateur. Ce sera déjà une marche, si vous voulez, mais ça ne sera pas la libération. Bon. Donc les Chitamatrins réfutent, qu'est-ce qu'ils réfutent? L'existence extérieure. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils réfutent l'existence extérieure? Ça veut dire qu'ils réfutent que les objets aient une nature différente de celle de la conscience. C'est ça. Hein, elle a bien précisé Valérie à la fin. Hein, c'est pas qu'il n'y a rien à l'extérieur, on ne peut pas dire ça, mais que les objets ont une nature différente de celle de la conscience. Les prasangika, eux, qu'est-ce qu'ils réfutent? Ils réfutent l'existence en soi. C'est-à-dire que les objets aient une existence véritable, une existence réelle. Hein. C'est-à-dire que les choses existent de leur propre côté. Pas simplement... voilà. Donc c'est ça qui est... Oui. Oui. Ah oui, il faut que vous parliez dans un micro pour que les gens sur Zoom puissent vous comprendre, vous entendre. J'avais compris, mais j'ai pu me tromper, que les Chitamatrins admettaient que les objets extérieurs et la conscience étaient de même nature, et pas de nature différente. Oui, c'est ça. Ils réfutent qu'ils soient de nature différente. Ah, ils réfutent qu'ils soient... D'accord, merci. Les Chitamatrins réfutent l'existence extérieure, c'est-à-dire ils réfutent que les objets aient une nature différente de la conscience, de celle de la conscience. Donc pour les deux écoles, les objets n'existent pas tels qu'ils apparaissent, tels qu'ils nous apparaissent, à des êtres ordinaires, hein, à nos consciences ordinaires, pour les deux écoles. On est bien? D'accord. Les uns nient l'existence extérieure, mais adhèrent à l'existence véritable. Les Chitamatrins. Hein, ils nient l'existence extérieure, ils réfutent l'existence, mais ils adhèrent à l'existence véritable. Pour eux, les objets existent véritablement, pour les Chitamatrins. Oui. Mais alors c'est dans la conscience qu'ils font Ils existent l'existence véritable. Véritablement. Hein, c'est dans la conscience qu'ils ont l'existence véritable, oui, pas à oui, l'extérieur. Oui, mais ils existent véritablement. Tout existe véritablement pour eux. On peut pas, ils acceptent l'existence. Voilà. Alors que les Madhyamika, eux, ils nient l'existence véritable.
Donc, premier argument avec lequel on a commencé, c'est un argument des tu Shitamatrins. pourrais préciser ce que signifie existence véritable? Exister de son propre côté, de par soi-même, indépendant, sans voilà, exister de manière. Non, ça c'est les écoles inayanistes. Ça. Avoir une existence permanente, autonome, c'est les écoles, c'est les Vaibhashika. Non, ça veut dire donc que les phénomènes existent en soi et par soi. Voilà. Tel qu'on les perçoit, nous, on perçoit des objets qui existent de par eux-mêmes, sans dépendre de quoi que ce soit. Sans dépendre de quoi que ce soit. Comment ? On ne parle pas de la dualité, là, non, on parle de l'absence d'existence. L'absence d'existence véritable des choses. Les choses n'existent pas véritablement pour les prasangikas. Elles n'ont pas de réalité objective de par eux-mêmes. J'ai une question. Ouais. Le parallèle entre les trois causes de la vacuité, les choses existent en fonction de causes et de conditions. L'interdépendance, Oui. tu parles. Les choses existent en fonction de leur partie, Ouais. et les choses existent C'est sur ça. une simple désignation. C'est ça. Et ça, c'est La les simple prasangikas. désignation, c'est les prasangikas. Voilà. Et les shimatras, ils se retrouvent où Non, là ils ne parlent pas de ça. Ils voient parlent pas de non. ça. Eux, ils parlent des trois natures. Il n'y a plutôt, pas de comme on l'a vu. parallèle là alors. Non. Ils parlent des trois natures, hein, comme on l'a vu, la nature imaginaire, la nature parfaitement établie, et la nature dépendante. Existence. Il y a une différence. Oui, quelle différence il y a entre existence autonome et exister de par soi-même? Oui, il n'y a pas d'existence autonome de toute façon. Et ça, c'est des termes qu'on utilise plutôt dans les écoles inayanistes, c'est-à-dire que pour les Vaibhashika, les phénomènes, c'est l'absence d'existence indépendante. Il y a une différence entre absence d'existence indépendante et absence d'existence autonome, déjà. Ah. Alors là, je n'avais pas préparé. Il donne deux exemples différents. Un, c'est le roi et ses sujets, et l'autre, c'est le marchand et le chef des marchands. Le chef des marchands, il est chef des marchands, mais il est marchand aussi. C'est-à-dire qu'il est indépendant. Il est je ne sais plus si c'est autonome ou indépendant, je ne sais plus maintenant. Autonome ou indépendant, je ne sais plus jamais maintenant. Il y en a un que le chef des marchands, il est marchand lui-même. Hein? Oui. Il n'est pas. T'as vu pourquoi je suis parti là-dedans? Alors que le roi, il est complètement indépendant de ses sujets. Voilà. Le roi, il dépend pas, il règne, tout ça, il est complètement indépendant de ses sujets. Tandis que le chef des marchands, il est autonome. Hein. Il a sa propre autonomie, mais il dépend. Voilà, il est aussi, il fait partie des marchands. Donc pour les prasangikas, l'absence d'existence véritable, ça veut dire que les phénomènes n'existent pas de leur propre côté tels qu'on les perçoit. Comment est-ce qu'ils existent? Eh bien, ils existent en dépendance. Ils existent en dépendance de causes et de conditions, en dépendance de parties, en dépendance d'une désignation conceptuelle, par une conscience. Mais ils n'existent pas de leur propre côté. Donc c'est ça qui réfute. Et donc, ça va être le premier argument des Shitamatrins pour prouver. Premier argument des Shitamatrins, eux, ils veulent prouver l'existence véritable. Hein? Okay? Les Madhyamikas prouvent l'absence d'existence véritable, mais les Shitamatrins prouvent l'absence dans un premier temps, dans le premier argument. Ils veulent prouver l'existence véritable des choses. Et ils disent aux Madhyamikas, si les choses n'existent pas véritablement comme vous le dites, elles n'existent pas. Elle n'existe pas pour eux. Alors, les consciences sensorielles qui perçoivent les objets, hein, elles n'existent pas non plus. Donc, quelle conscience, alors, quelle conscience peut percevoir des objets extérieurs, les formes, etc., qui sont illusoires?
parce que le président Guéka dit tout ça, c'est comme des illusions. Hein. Vous savez, on a étudié ça à les 4 écoles, c'est pas pour rien. C'est comme des illusions. Alors il leur dit, mais quelle conscience peut alors percevoir ces objets extérieurs, des formes, etc., qui sont illusoires? Sans conscience, ces objets n'existent pas. Parce que pour eux, il faut que ça existe véritablement. Ça, c'était le premier argument. Et les Madhyamika vont répondre, est-ce que pour vous, les choses existent telles qu'elles apparaissent à la conscience? Ils demandent au Shittamatra. Alors, la réponse, pour les Shittamatra, est-ce que pour vous, les choses existent telles qu'elles apparaissent à la conscience? Si c'est oui, hein, s'ils répondent oui, que les choses existent telles qu'elles apparaissent à la conscience, alors ce sont des objets extérieurs, puisque la conscience perçoit des objets extérieurs. Notre conscience, elle perçoit plein d'objets. Je prends que la forme, hein, je ne prends pas les sons, etc. Mais elles ne perçoivent que les objets extérieurs. Donc si les choses existent telles qu'elles apparaissent, alors à ce moment-là, si vous dites oui, alors ce sont des objets extérieurs. Donc, si ce sont des objets extérieurs, elles ne sont pas illusoires. Parce que les deux affirment qu'elles sont illusoires, hein, mais pas de la même manière. Donc, si c'est non, si elles n'existent pas que telles qu'elles apparaissent, alors ça veut dire qu'elles n'existent pas véritablement. Et là, ils leur prouvent, ils vont leur faire admettre que les choses n'existent pas véritablement. Eux, ils croient que les choses existent véritablement, mais ils veulent leur faire admettre que les choses n'existent pas véritablement. Donc, s'il leur dit, si vous dites que non, qu'elles n'existent pas telles qu'elles apparaissent, donc c'est qu'elles n'existent pas véritablement. Pourquoi ? Parce que exister véritablement signifie exister tel que ça apparaît. C'est ça que ça veut dire. Exister véritablement veut dire exister tel que ça apparaît. Et c'est pour ça que dans les Madhyamika, l'objet de réfutation que tout le monde cherche avant de méditer, c'est ça. C'est réfuter donc, que les choses existent telles qu'elles nous apparaissent. Donc on doit toujours partir de ça. Donc, leur disent, alors, elles n'existent pas véritablement, puisqu'exister véritablement signifie exister tel que cela apparaît. Hein? Que ça veut dire que ça existe de la même manière que ça apparaît. Quand vous voyez des objets extérieurs, ils vous apparaissent, ils ont l'air indépendants, ils ont l'air autonomes, tout ce que vous voulez. Donc, c'est leur véritable existence. Non. Donc, alors, pour les Shittamatra, ne pas exister véritablement veut dire ne pas exister du tout pour les Shittamatra. Pour les Madhyamika, ne pas exister véritablement, ça ne veut pas dire ne pas exister du tout. Mais ça veut dire ne pas exister sans dépendre d'une désignation, des parties. Voilà. Donc c'est ça. Donc ça revient à dire que les formes... Voilà, bon, bref, c'est... Voilà. Donc c'était la réponse des Madhyamika. Il y coince. Hein. Si vous dites oui, alors vous tombez dans l'erreur parce que sinon elles existent exactement de la même manière qu'elles apparaissent à la conscience. Donc c'est plus des illusions à ce moment-là. Si vous dites que non, à ce moment-là, c'est qu'elles n'existent pas véritablement. Et là, ils sont coincés. Ouais. Réponse des Madhyamika. Est-ce que pour vous, il leur pose une question? Les Madhyamika procèdent comme ça. Ils ne veulent pas utiliser des syllogismes, des choses comme ça qu'utilisent les trucs, des arguments. Ils veulent utiliser on les appelle des conséquentialistes, parce qu'ils utilisent la conséquence. Ils disent, alors, si vous dites cela, il leur retourne leur raisonnement. Donc, est-ce que pour vous, les choses existent telles qu'elles apparaissent à la conscience? Et si oui, donc, alors ce sont des objets extérieurs, hein, mais ils réfutent ça. Hein, puisqu'elles sont illusoires, puisque pour eux, elles sont illusoires. Donc, alors, elles sont pas illusoires à ce moment-là, si c'est des objets extérieurs. Donc, ça ne marche pas. Si vous dites que non, eh bien, alors ça veut dire qu'elles n'existent pas véritablement. Or, ils ne veulent pas dire qu'elles n'existent pas véritablement. Oui, pour eux, elles existent véritablement. Pourquoi elles existent véritablement? Elles n'existent pas véritablement parce que ne pas exister véritablement, ça veut dire ne pas être... exister véritablement, ça veut dire exister tel que ça apparaît. Voilà comment ils fonctionnent, les conséquences. À l'aide de conséquences, puisque ils vont les coincer comme ça dans les deux formules. Oui. Pour les Shittamatra, ne pas exister véritablement, c'est ça le truc, signifie ne pas exister du tout. Oui, et justement, pourquoi les Shittamatra n'ont pas pris justement l'élément de la conséquence? Parce qu'en fait,
par rapport à l'activation de l'empreinte. Si je supprime l'activation de l'empreinte, j'ai plus la conscience et le sujet simultanés. Mais vous pouvez pas. Enfin, Oui. pardon, la conscience et l'objet en simultané. Donc pourquoi il n'y a pas eu cette histoire de cause? À cause de l'activation de l'empreinte, arrive simultanément la conscience et l'objet. Et Mais là, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas par rapport au raisonnement. Oui, il pourrait utiliser Mais, ce raisonnement. et de même que, par exemple, pour la moussure du rat, là, j'ai pas compris pourquoi, c'est pareil. Là, on aurait pu tenir compte que l'hiver est une condition, la morsure est une cause, Mais ils essayent. et ensuite, après, quand il y a le poison, c'est la conséquence. Oui, mais ils essayent quand même d'utiliser quand même des conséquences comme ça aussi. Ils essayent, bien sûr. Mais les chitamatra les contrent justement dans la manière d'utiliser les conséquences. Parce qu'ils leur prouvent que ça ne marche pas. Que leurs conséquences n'aboutissent pas à ce qu'ils veulent prouver. Deuxième argument. Donc, du coup, deuxième argument des chitamatra. C'est le premier argument. Deuxième argument, bon, ils vont dire que les choses n'existent pas telles qu'elles sont appréhendées par la conscience visuelle. Okay, y a une question sur Zoom. Oui. Oui, bonjour Juan. Oui. Ouais. C'est synonyme. Ouais. Exactement. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Ouais. Peut-être, oui. Je ne sais pas. Ouais. Oui, c'est exactement la même chose. Ouais. Il y a des différences selon les écoles, effectivement. Mais ouais, tout à fait. Donc, deuxième argument des chitamatra, donc ils vont dire, bon d'accord, il est vrai que les formes visuelles, tout ça, ce qu'on perçoit, n'existent pas telles qu'elles sont appréhendées par la conscience visuelle, parce que la conscience visuelle les voit comme si elles apparaissaient extérieurement. Or, elles n'existent pas extérieurement. Ce ne sont pas des choses qui existent à l'extérieur, mais elles existent d'une autre façon. Okay, c'est ça qu'ils vont dire à ce moment-là. Elles n'existent pas à l'extérieur, hein, mais elles existent d'une autre façon. Elles existent comme étant de la même nature que la conscience. Et c'est là où ils introduisent ce truc. Elles existent comme étant de la même nature que la conscience. Elles ne sont pas, elles ne sont pas séparées d'elle. Hein. Elles ne sont pas non plus séparées de la conscience. Donc ils vont dire, elles sont inexprimables. Hein. Elles ne sont ni, identiques à la conscience, hein, ni séparées de la conscience. Pourquoi elles ne sont pas identiques à la conscience? Parce qu'elles n'ont pas les caractéristiques de la conscience. Pour être identiques, il faut avoir les mêmes caractéristiques. Quand deux choses sont identiques, elles ont les mêmes caractéristiques. Donc elles ne sont pas identiques à la conscience. Mais elles ne sont pas non plus séparées, elles ne sont pas distinctes. Donc, ils vont dire elles sont inexprimables. Ils vont dire, et là, ils vont utiliser l'exemple du rêve. Les chitamatra utilisent beaucoup les trucs parallèles, comme ça. Les rêves et les choses comme ça. Que les conscientistes, ce n'est pas trop leur truc. Eux, c'est l'immédiat, c'est ce qui se passe tout de suite. Donc, ils vont dire, c'est comme les images d'un rêve, par exemple. Quand vous rêvez à, je sais pas moi, une voiture, un éléphant, eux, ils disent les éléphants, l'image onirique qui vous apparaît d'un éléphant, ce n'est pas l'esprit, hein, mais ce n'est pas non plus différent de l'esprit. Voilà. Donc ils vont utiliser ça comme exemple. Ils vont dire que c'est inexprimable. Parce que c'est ni... on ne peut pas dire que ce n'est pas l'esprit, mais on ne peut pas dire non plus que c'est l'esprit. Parce qu'il y a une image quand même. Donc ce n'est pas l'esprit. Voilà. Ou si on regarde les images sur un exemple plus moderne, des images sur un écran cinéma par exemple, qui apparaissent sur un écran. Ben, ces images, elles apparaissent en dépendance de quelque chose. Elles n'apparaissent pas d'elles-mêmes. Il faut un support, il faut un écran, il faut qu'il y ait un projecteur derrière. Je vois, enfin, avant, ça marchait comme ça, pour projeter ces images sur un écran. Hein. Grâce au projecteur, on a l'impression qu'elles existent comme ça à l'extérieur, mais c'est grâce au projecteur qui est derrière que ces images peuvent apparaître. Donc, c'est la même réponse ici. Donc, une image onirique n'est pas l'esprit, mais elle n'est pas non plus différente de l'esprit.
Donc, deuxième réponse quand comment ils vont répondre, les madhyamikas? Ils vont dire si les formes illusoires qui apparaissent à la conscience n'existent pas à l'extérieur, alors il n'y a pas de condition objective pour que la conscience puisse apparaître. Pour qu'on puisse avoir conscience d'un objet, il faut une condition objective. Il n'y a pas de condition objective. Donc, comment est-ce qu'une conscience peut apparaître s'il n'y a pas d'objet? S'il n'y a pas d'objet visuel, comment est-ce qu'une conscience pourrait apparaître? Parce que pour eux, si les formes illusoires qui apparaissent à la conscience n'existent pas à l'extérieur, il n'y a pas de condition objective. Comment la conscience peut-elle apparaître? Si elle apparaît, s'il y a une conscience qui apparaît, quelle est la validité de cette conscience? Qu'est-ce qui prouve qu'elle est valide? Ça peut être une complète hallucination. Rien ne prouve qu'elle soit valide. Troisième argument des Chittamatrins. Alors là, il rentre dans le double aspect. C'est là où on va rentrer dans les doubles aspects. La conscience visuelle qui appréhende la forme a deux aspects. Un aspect externe et un aspect interne. Donc l'aspect externe appréhende les choses extérieures comme distinctes de la conscience. Et l'aspect interne appréhende la conscience elle-même, ce qu'on appelle l'autoperception. Donc l'autoperception, c'est une connaissance juste pour les Chittamatras. C'est une conscience qui prouve l'existence véritable pour eux, de la conscience visuelle, qui appréhende des formes et aussi pour les autres consciences. Donc il y a ce double aspect pour eux, un aspect interne et un aspect externe. Les madhyamikas vont réfuter ça, vont réfuter l'autoperception. Ils vont le réfuter comment? À l'aide des citations scripturales. La lame, par exemple, en disant une lame ne peut pas se trancher elle-même. C'est le Bouddha qui a dit ça. Okay. La lame ne peut pas se trancher elle-même. Donc, si la conscience se connaît elle-même, donc ça veut dire qu'elle ne dépend pas d'un objet de conscience. Et dans ce cas-là, sujet et objet sont confondus. Il y a un seul état de conscience dans lequel il y aurait à la fois un sujet et un objet, et on ne pourrait pas les séparer. Donc si cette conscience existait, elle devrait être complètement autonome. Or, ce mode de conscience est complètement réfuté par le raisonnement, par le Bouddha. Donc, deuxième chose, à l'aide du raisonnement. Alors, le premier exemple des Chittamatras, c'est la lampe qui s'éclaire elle-même et qui éclaire les objets. La lampe s'éclaire elle-même, à la fois elle s'éclaire elle-même et elle éclaire les objets. Donc, la même chose, la conscience, elle est consciente d'elle-même et elle est aussi consciente des autres phénomènes, de la même manière que la lampe. Et la réfutation des Prasangika, une lampe ne s'éclaire pas elle-même, pas plus que l'obscurité ne peut s'obscurcir elle-même. Voilà, donc il dit pourquoi une lampe ne s'éclaire pas elle-même? Parce qu'une lampe n'est pas obscurcie. Donc elle n'a pas besoin de s'éclairer. La lampe n'est pas obscurcie. Tout le reste est obscurci, si vous voulez. La lampe éclaire ce qui est obscurci. Mais elle n'a pas besoin de s'éclairer elle-même, puisqu'elle n'est pas obscurcie, la lampe, par définition. La lampe éclaire, donc elle n'est pas obscurcie. Donc voilà, le raisonnement par l'absurde, en quelque sorte, il le retourne. Oui. Alors moi, j'avais pensé, dans ce cas-là, si par exemple, on prenait comme objet d'observation l'esprit. Donc là, est-ce que c'est une conscience qui observe une conscience? Est-ce que c'est de l'auto-perception? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Là, on parle des consciences sensorielles. On parle des perceptions sensorielles. On ne parle pas de l'esprit qui perçoit l'esprit. Ce n'est pas les consciences, ce n'est pas des perceptions mentales. Il y a un objet extérieur. C'est ça qui veut le montrer. Oui, mais si c'était un objet interne. Oui, comment Enfin, interne, je ne sais pas s'il faut dire. Je pense que pour eux, il y aurait aussi deux choses. Il y aurait aussi qui regarde l'esprit comme objet extérieur et une conscience qui regarde la conscience qui observe l'esprit. Il y aurait ce double, pour l'esprit aussi, il y aurait ce double phénomène-là. Une conscience qui observe l'esprit comme étant extérieur, comme si c'était un objet extérieur, et une conscience qui observe la conscience qui appréhende l'esprit.
Donc la lampe ne s'éclaire pas elle-même, pas plus que les ténèbres ne s'obscurcissent elles-mêmes. Christian, dans cette histoire de dimension intérieure, dimension extérieure, si on considère la dimension extérieure, les objets sont toujours illusoires? Qu'est-ce que ça veut dire illusoire ils sont comme des illusions. Pour les prasangika ou pour les Chittamatras. Ils sont illusoires parce qu'ils donnent l'impression d'exister extérieurement alors qu'ils n'existent pas extérieurement. Alors moi j'ai une métaphore toute bête, complètement triviale, certainement, mais alors, je vais aller très très vite. Un Chittamatrin s'expose au soleil, se prend un grand coup de soleil. Est-ce qu'il continue à admettre que notre étoile n'existe pas, que le soleil n'existe pas? Non, il n'a jamais dit que le soleil n'existait pas. Il existe véritablement pour lui. Il existe véritablement. Le soleil existe. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe s'il prend un coup de soleil? C'est qu'il y a un mûrissement d'une graine karmique, sujet-objet, qui fait que le sujet est... Ah, c'est ça la réponse. D'accord. S'il n'y avait pas la graine karmique, il ne prendrait pas le coup de soleil. Bah non. Un Bouddha qui s'expose au soleil après... Si tu n'as pas le karma pour prendre un coup de soleil, tu ne prends pas de coup de soleil si tu n'as pas la graine karmique. Là, je n'ai pas le potentiel. Peut-être j'ai le potentiel, hein, mais je ne suis pas dans les conditions favorables où ça peut apparaître. D'accord. Parce qu'il pleut et que je suis dedans. Mais ça ne veut pas dire que j'ai éliminé la graine karmique qui est en moi. Elle peut y être, mais elle ne se manifeste pas à ce moment-là. Elle peut se manifester dans certaines conditions. Oui, Zoom? Oui. C'est moi, bonjour à tous. Moi j'ai une question très terre à terre. L'histoire de l'analogie avec la lampe ne me convainc pas complètement parce que je vous disais hier soir, mais enfin une lampe, si tu es dans les ténèbres, personne ne la voit, tu ne la vois pas. Pardon? Si. Si tu es dans les ténèbres, dans l'obscurité, une pièce dans l'obscurité. Oui. Bon, tu ne vois rien dans cette pièce, tu ne vois pas non plus la lampe. Attends. S'il y a une lampe, tu la vois. Non, elle n'est pas allumée. Une lampe éteinte. Une lampe éteinte. Ah, bah alors là, oui, c'est pas une lampe. C'est plus une lampe alors si c'est une lampe éteinte. Ah, mais une lampe, elle peut être éteinte ou allumée. Ah oui, non, mais là, on parle d'une lampe allumée. L'exemple que donnait par Chittamatrin, c'est une lampe allumée. Non. L'exemple ne marche pas. C'est une lampe allumée. C'est une lampe. Du moment où elle s'allume, elle éclaire les Ok, on parle de la lampe allumée. D'accord. Quand elle s'allume, elle éclaire les objets. D'accord. Et elle s'éclaire elle-même. Ah non. Tu la vois. Hein? Alors que tu ne la voyais pas. Elle est de nature, oui, elle est lumineuse. Elle ne s'éclaire pas elle-même parce qu'elle n'a pas besoin de s'éclairer. Elle n'est pas obscurcie. La lampe éclaire ce qui est obscurci. Or, la lampe n'est pas obscurcie. Ce qui répondent les Madhyamikas. Si elle est dans une pièce qui est noire, moi, à mon sens, elle est obscurcie puisque tu ne la vois pas. Elle éclaire ce qui était dans le noir. Elle éclaire tout ce qui est autour. Dans le noir, tu l'aperçois et elle s'éclaire elle aussi. Tu l'aperçois. Oui, mais... Tu la voyais pas sinon. Tu la voyais pas? Mais non, tu la voyais pas. Elle n'est pas forcément allumée, cette lampe. Oui, mais non, dans le cas des Chittamatras, elle est forcément allumée. On prend l'exemple d'une lampe allumée, d'une lampe qui éclaire. Et la lampe qui éclaire ne s'éclaire pas. Une conscience, la conscience, elle n'est pas éteinte. La conscience, elle s'éclaire elle-même. Voilà. Donc c'est comme la lampe. On ne parle pas d'un cas où la lampe n'est pas éclairée. Bon, merci. Et pardon. Il n'y a pas de quoi. Donc la lampe ne s'éclaire pas elle-même. Si les ténèbres s'obscurcissaient elles-mêmes, il serait impossible de les percevoir. Ça va, ça? Si les ténèbres s'obscurcissaient elles-mêmes, il serait impossible de les percevoir. Ok? Bon, ça va, ça passe. Si l'obscurité s'obscurcit elle-même, on ne peut pas. Oui, mais elle est obscure d'abord. Oui, elle est obscure. Une obscurité obscure. Mais elle ne s'obscurcit pas elle-même. Par définition, elle est obscure. Oui, voilà. Ok. Deuxième exemple, le cristal. Le cristal semble bleu
Le cristal semble bleu, pourquoi? Parce qu'il est devant un rideau, par exemple. Hein, et quand on le voit, il apparaît bleu comme ça. Or, il n'est pas bleu. C'est le rideau qui est bleu. La couleur bleue, elle vient du rideau, elle ne vient pas du cristal. Donc sa couleur dépend de la présence d'un autre objet. Hein. Donc c'est ce qu'ils disent dans leur exemple. Il y a deux types de... Parfois ça dépend pas. Hein. Donc quand ça ne dépend pas, c'est l'exemple du lapis lazuli. Le lapis lazuli n'a pas besoin d'un autre objet pour apparaître bleu. Parfois on donne aussi l'exemple de l'upala, la fleur, le lotus bleu. Le lotus bleu, il est naturellement bleu. Il n'a pas besoin d'un autre objet pour... c'est son état naturel. Lapis lazuli, c'est pareil. Et il dit, donc les Chitamatrins disent de même, les consciences sensorielles ont besoin d'autres objets que la conscience, alors que ce n'est pas le cas pour l'autoperception. Okay, les consciences sensorielles ont besoin d'autres objets, hein, alors que la conscience, d'autres objets que la conscience, hein, comme le cristal, alors que l'autoperception, finalement, elle est comme le lapis lazuli, elle n'a pas besoin d'autres objets. Elle est naturellement auto-réflexive, ou auto-perceptive. Réfutation des madhyamikas. La couleur bleue du lapis lazuli, elle dépend d'autre chose. Elle n'est pas là toute seule. Elle dépend de causes et de conditions. Elle ne crée pas sa propre nature. Troisième exemple des Chitamatrins, il continue. La lampe ne s'éclaire pas elle-même, mais elle a pour nature d'éclairer. Okay, elle ne s'éclaire pas elle-même, mais elle a pour nature, comme la lampe, hein, elle a pour nature d'éclairer. Et réfutation des madhyamikas, de même, la conscience ne se connaît pas elle-même, mais elle a pour nature, d'éclairer, là où il y a deux traductions possibles, ou d'être clair, comme on veut. On a vu les deux possibilités. Donc, est-ce que la conscience a besoin d'une autre conscience substantiellement différente d'elle pour la connaître? Ça, c'est la question que posent les madhyamikas. Est-ce que la conscience a besoin d'une autre conscience substantiellement différente d'elle pour la connaître? Si vous dites oui, ben, il va falloir avoir un nombre infini de consciences qui seront toujours conscientes d'une autre conscience, d'une autre conscience, d'une autre conscience. Donc, finalement, aucune de ces deux alternatives n'est possible. Hein, il leur montre les deux alternatives possibles, et il leur montre donc les deux alternatives sont impossibles. Alors, qu'est-ce qui reste? Donc, si on ne peut pas affirmer l'existence véritable d'aucune forme de conscience, pourquoi continuer à parler de conscience qui s'éclaire elle-même ou qui ne s'éclaire pas elle-même? C'est aussi inutile que de parler des charmes d'une jeune fille, des charmes de la fille d'une femme stérile. On ne peut pas décrire les charmes d'une personne qui n'existe pas. Donc, voilà. Réfutation des preuves que les Chitamatrins avancent pour prouver l'autoperception. Hein, c'est la suite. Donc, l'autoperception. C'est l'exemple du rat. Hein. Donc les Chitamatrins veulent prouver que l'autoperception existe, et ils vont prendre l'exemple du rat. Donc si la conscience n'a pas pour qualité d'être autoréflexive, alors qui peut se rappeler de quelque chose qui s'est passé dans le passé, dans le futur? Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui revienne en arrière pour se rappeler de quelque chose. On ne pourrait pas se souvenir d'avoir été mordu par un rat, hein, s'il n'y a pas cette conscience réflexive. Hein, on a été mordu par un rat en hiver, et après le poison se manifeste au printemps, et là on se souvient qu'on a été mordu par un rat. Voilà, donc on ne se souvient pas uniquement de l'objet, on se souvient aussi de la conscience qu'il a appréhendée. Ah oui, j'ai été mordu à ce moment-là. Hein, okay. Donc c'est le processus de la mémoire pour les Chitamatrins. Et les madhyamikas vont répondre, ce n'est pas une preuve valide. Hein. On se rappelle d'un objet uniquement grâce à la relation qu'il y a entre l'objet et la conscience. Donc le souvenir de la conscience qui a fait une expérience donnée est implicite au souvenir de son objet. Après, ils vont donner l'exemple de la distance. Hein. Il dit, si on arrive à percevoir une aiguille au loin, alors, à plus forte raison, la montagne qui est devant soi. Hein, okay, c'est ça qu'ils disent. Hein. Si on arrive à percevoir une aiguille à distance,
on arrivera forcément à voir une montagne qui est devant soi. Et on va dire, donc, si grâce à la clairvoyance, on peut percevoir les pensées d'autrui, alors, à plus forte raison, ses propres pensées. Donc, c'est pour montrer la conscience réflexive. Si on peut percevoir des choses lointaines, eh bien, à plus forte raison, des choses qui sont en nous. Mais là, on ne parle plus de la mémoire, là. On n'est plus dans le... On n'est plus dans... Non, on est dans l'exemple de la distance, là. La distance, oui. C'est-à-dire l'autoperception. Hein. Si on peut percevoir quelque chose qui est loin, on peut, à plus forte raison, percevoir quelque chose qui est près, pour prouver l'autoperception. Mais on rediscute de la structure de la conscience. On est revenu en arrière dans Oui, la discussion. oui. On parle de la structure de la conscience, oui. Et donc, il dit, si grâce à la clairvoyance, on peut percevoir les pensées d'autrui, alors à plus forte raison, ses propres pensées. Les Madhyamikas vont réfuter en disant, c'est pas parce que l'esprit est proche que l'on peut percevoir plus les choses. Pareil, il dit l'exemple si on met cette substance oculaire, un collyre, on va dire, un onguent, un collyre, peu importe, qu'on met dans l'œil, ce collyre va vous permettre de percevoir les choses qui sont cachées. C'est une substance bénie par des grands maîtres, je ne sais pas, magiciens, ils vous permettent de voir des trésors enfouis sous terre. C'est pratique. Mais vous ne pouvez pas voir le collyre qui est dans votre œil. Donc même si le collyre vous permet de voir des choses lointaines, vous ne pouvez pas voir le collyre lui-même. Voilà, parce que... donc c'est pour réfuter, c'est pas parce que quelque chose est proche qu'on le voit mieux que ce qui est lointain. Donc si vous réfutez donc les Chitamatra continus, si vous réfutez la perception, vous réfutez donc l'existence de la conscience qui perçoit. Vous réfutez alors donc les perceptions des formes, des sons, etc. Et les Madhyamikas vont dire, nous ne réfutons pas les consciences. Les consciences, on a besoin des consciences. On réfute seulement la conscience réflexive, pas les consciences. Parce que les consciences, on n'a pas besoin de les illuminer. Un arat qui réalise, qui devient arat, qui est sorti du samsara, il a encore des consciences sensorielles. Donc les consciences sensorielles n'ont pas à être éliminées parce qu'elles ne font pas souffrir. Ce qui fait souffrir, ils leur disent, c'est la saisie de l'existence. Ils reviennent sur leur existence véritable. C'est la saisie de l'existence véritable qui fait souffrir. Ce n'est pas la saisie des objets extérieurs ou pas, ou des objets intérieurs, peu importe. C'est la saisie de l'existence véritable qui est la cause de la souffrance. Et c'est ça que nous réfutons. Parce que c'est à cause d'elle qu'on tourne dans le samsara. Christian, oui. tu pourrais revenir sur la mémoire, sur la façon dont les Madhyamikas élaborent, conceptualisent le mécanisme de la mémoire à travers cette histoire de relation entre le sujet et l'objet. Je vais prendre ce qu'a dit Geshe-la, si tu veux bien. Voilà, donc par rapport à la mémoire, pour les Chitamatra, un instant de conscience et une double fonction. Hein. Okay, je vais reprendre à partir de ce moment. Pour les Chitamatra, un instant de conscience a une double fonction. Il fait l'expérience de l'objet extérieur, hein, et il y a un aspect de la conscience qui observe la conscience en train de faire l'expérience de l'objet. Hein. Ça va plus loin que le souvenir. Hein. Donc à la fois, on a l'expérience de l'objet, hein, dans la conscience, et en plus, il y a un aspect de la conscience qui observe la conscience en train de faire l'expérience de l'objet. C'est ça le processus. Et ça, c'est indispensable pour qu'il y ait remémoration de l'objet et de soi-même en train de faire l'expérience de l'objet. Il y a la double expérience. L'expérience de l'objet et l'expérience de soi-même en train de faire l'expérience de l'objet. Et sinon, pour eux, il ne pourrait pas y avoir de souvenir. S'il n'y avait pas ça. Il faut qu'il y ait à la fois le souvenir de l'objet et le souvenir de la conscience qui a fait l'expérience. Sinon, il ne pourrait pas y avoir de souvenir d'avoir fait soi-même l'expérience d'avoir été mordu par le rat, par exemple, en hiver, ou à l'automne, je ne sais plus. Donc il peut y avoir le souvenir de l'objet, mais pas le souvenir de soi-même comme faisant l'expérience de l'objet.
Donc, sans autoperception, il n'y aurait pas de souvenir. Voilà. Parce que, sans autoperception, il n'y aurait pas de souvenir. Parce qu'on ne se souviendrait pas de l'objet, parce qu'on ne se souviendrait pas de cette expérience, de la personne qui a fait l'expérience de l'objet. Alors, les Madhyamika répondent, on se souvient grâce à la relation qu'il y a avec l'expérience de quelque chose d'autre. C'est la relation à l'expérience qui fait qu'on s'en souvient. Le simple fait qu'il y ait une conscience qui voit un objet, le simple fait qu'il y ait eu une conscience qui voit un objet, eh ben, il y a un sujet qui est en relation avec cet objet. Et ça suffit pour engendrer le souvenir de l'objet et de soi-même. Si l'on voit quelque chose que l'on apprécie, par exemple, quand on va revoir cette personne, on va se souvenir de cette personne, de l'appréciation que l'on a de cette personne. Donc il a dit, il est plus facile de se souvenir d'une chose avec laquelle on a une forte relation. Et cette intensité va faciliter la survenue de la mémoire. Donc c'est ce lien, en fait, qui établit le fait que le souvenir revient. Ce simple lien entre le sujet et l'objet permet le souvenir de l'objet et du sujet qui a perçu son objet. Mais là, c'est pas de l'attachement, là, Christian? C'est pas forcément. Tu peux très bien apprécier une personne ou un objet sans attachement. Bah, attends. Bah, à ce moment-là, tu te rends compte? Alors, quand tu auras éliminé l'attachement, tu vas plus rien apprécier. Ça va être triste, hein? Hein? On ne pourrait pas envoyer un email avec les attachements. Il ne faut plus rien faire. L'appréciation, comment? Non, tu as parlé de forte intensité. Oui, plus l'intensité est forte, plus on s'en souvient. Hein? En général. En général. Non? Quelque chose qui a une forte intensité, ben... c'est pour ça qu'il donne l'exemple de la morsure du rat, je pense aussi. C'est quelque chose qui a dû faire mal à un moment donné. Et que ce souvenir... Je sais pas, je me suis jamais fait mordre par un rat. Christian, oui. Quand il nous en avait parlé la première fois là, de cette histoire de morsure du rat, il me semble qu'il y avait aussi le fait que on se remémorait la morsure, mais en fait les Madhyamika ils rappelaient aussi que on ne se rappelait que de la morsure, mais en fait comme on n'avait pas eu conscience à ce moment-là d'avoir été empoisonné, en fait on ne se souvenait pas par contre d'avoir été empoisonné. Non, bien sûr. Voilà. On ne se souvient pas d'avoir été empoisonné. Et il me semble que on justement... fait le lien après. Et on fait le lien que après. Au printemps. Voilà. Oui. Et c'est réflexif. C'est ça. On se souvient d'avoir été empoisonné. Mais tu n'as pas conscience, au moment où tu es empoisonné, tu n'as pas conscience du poison. Il faut que le temps s'écoule, que tu reprennes conscience pour te rappeler ça. Oui. Oui, et pour l'intensité, en fait, c'est émotionnel. Parce que, par exemple, si on vous dit qu'est-ce que vous faisiez le 3 juillet dernier, si quelqu'un s'en souvient, tant mieux. Il peut être hypermnésique. Mais sinon, si on vous dit qu'est-ce que vous faisiez le 11 septembre 2001, cette date, vous allez vous en souvenir de par l'expérience. Vous allez même pouvoir dire, j'étais dans ma cuisine, je passais l'aspirateur. Enfin voilà, c'est l'expérience, c'est l'expérience même du phénomène, quoi, de l'événement qui fait que le souvenir de la même manière. C'est ce que répondent les Prasangika. C'est ça. De manière très pragmatique. Voilà. Ils ne rentrent pas dans les autoperceptions et des choses comme ça qui sont pour eux qui servent à rien, quoi. Et ils disent que le Bouddha n'a jamais enseigné l'autoperception. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On ne parle pas du karma, c'est ça que j'allais dire. Ça. Ouais. Oui. La moindre petite action est liée au karma. Donc, on se rappelle de 2001 parce qu'il y a eu ces causes et ces conditions, parce qu'on s'est senti concerné par cette truc, alors qu'il y a peut-être des gens qui l'ont complètement oublié. Donc, les causes et les conditions. Et je crois que c'est l'importance du karma, elle est primordiale, quoi. Donc, à un moment donné, on se rappelle de quelqu'un
parce que les causes et les conditions, enfin, les conditions sont réunies du fait qu'on l'a vu avant, qu'on a apprécié avant, et donc ces causes sont là, et on se rappelle de cette personne. Mon analyse est un peu là-dessus. Le karma est vraiment très très important dans ces analyses. Ou je me trompe? Oui, oui, bien sûr, complètement. Mais pareil pour la morsure, du coup, ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'on se fait mordre par le rein, et c'est l'hiver, c'est la condition. Et parce qu'on ne se souvient pas, mais on peut dire cause, condition et effet. Oui. Au moment où tu tombes malade, donc tu as de la fièvre, les conditions font que tu es malade. Et donc l'analyse fait que les causes sont là pour que tu te rappelles que c'est à un moment donné, tu as eu une morsure spécifique d'un animal. Et pareil pour un épisode traumatique où il n'y a pas de mémoire, justement, l'épisode traumatique est esquivé par la mémoire. Ouais, parce qu'il est trop intense. Trop intense. Ou pour un événement qui n'est pas fortement vécu. Par exemple, on va procéder par indissage. On va dire, mais si, rappelle-toi, tu portais telle robe ce jour-là. C'est ce que j'ai expliqué. Oui, voilà, et par indissage, et ben finalement, le souvenir va revenir. Tu vas faire des relations avec la morsure, le poison, etc. Ouais. Dernière chose, c'est on a terminé là-dessus, pour identique ou pas. Hein. Est-ce que l'illusion, si l'esprit... qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il a vu? Le sujet et l'objet, pour les Chittamatrins, le sujet et l'objet existent réellement, hein, et sont une même entité. D'accord? Et alors, s'ils sont une même entité, donc les Prasangika vont dire ils sont identiques. Ils vont dire non, ils ne sont pas identiques. Ils sont de même nature, mais ils sont dissociables. Hein? Ils sont dissociables, mais ils ne sont pas distincts l'un de l'autre. Hein? Ils partagent la même nature, mais ils ont des caractéristiques distinctes. Donc de même nature, ça veut dire qu'une perception se fait en dépendance de l'activation d'une empreinte karmique qui donne naissance à l'objet perçu et à la conscience qui le perçoit. Pour les Chittamatrins. Donc pour les Chittamatrins, les objets et les consciences existent réellement. Il n'y a pas de distorsion entre apparence et réalité. Laquelle? Une perception se fait en dépendance de l'activation d'une empreinte karmique qui donne naissance à l'objet perçu et à la conscience qui le perçoit. C'est chez les Chittamatrins. De même nature, c'est pour expliquer de même nature. Quand on dit le sujet et l'objet sont de même nature. Ouais. C'est compliqué les Chittamatrins. Je pense que c'est l'école la plus compliquée au niveau des thèses, toutes les thèses Chittamatrins. Avec les trois natures, ça, il y a des endroits qui existent. C'est beaucoup plus simple. Il y a des endroits qui existent où ils étudient les Chittamatrins encore, ou pas, où c'est fini ça? C'est ce qu'on fait. Tous les scientifiques, par exemple, sont Chittamatrins, je pense. Pas tous peut-être, mais dans les sciences, je pense que c'est quand même montrer l'importance de l'esprit sur ce qu'on est en train d'observer. C'est de plus en plus comme ça maintenant. Il nie pas l'existence véritable de l'objet, mais il montre que l'importance de l'esprit dans l'expérimentation, par exemple. Beaucoup de scientifiques sont là. Ils sont... montrer que c'est l'esprit en fait qui conditionne les perceptions des choses et tout ça. C'est très très riche, hein, le Chittamatrin, le Yogacara, et je pense que c'est très efficace en fait comme théorie. Les tantras, par exemple, s'appuient sur les thèses quand même Chittamatrins aussi. Pas que Madhyamika aussi, bien sûr, mais à partir du moment où on peut très bien se percevoir
Il n'y a pas de phénomène extérieur qui existe en soi. Ce sont des projections de l'esprit. Si tu médites sur une déité, par exemple, qui a des bras et tout ça, et que tu te visualises sous la forme de la déité, objectivement, il n'y a pas de déité. Mais ta conscience, ton esprit, il te donne vraiment l'impression que tu es une déité. Et tu peux vraiment t'identifier à cette déité. Or, d'où ça vient? De l'esprit, ou des graines karmiques, si tu veux, qui t'ont habitué à méditer là-dessus. Et c'est une... Après, bien sûr, les personnes qui ont dit, non, la déité n'existe pas véritablement. Bien sûr. Hein. Mais quand même, ton esprit, il crée cette image mentale de la déité. Et après, tu peux... Et tout, les offrandes qu'on fait, tout est créé mentalement dans les tantras. Hein. C'est une grosse... tout est créé mentalement, tout est créé par l'esprit. Bon, les Prasangika aussi, hein, ils disent ça, que tout est créé par l'esprit. Quelque part. C'est très proche quand même, les Madhyamika. C'est pas si lointain que ça, les Chittamatras et les Madhyamika. Seulement, les Madhyamika vont plus loin que les Chittamatras, en montrant donc l'absence d'existence véritable, ce qui est beaucoup plus dangereux, parce qu'on peut tomber dans un nihilisme. Avec les Chittamatras, on reste quand même dans un fort éternalisme, quand même, un peu, je trouve. Donc, il est beaucoup moins dangereux, mais il y a l'état de maître qui était Chittamatra. Je crois que le maître de Datisha, il était Chittamatra, je crois. Datisha était Prasangika, mais lui, son maître était Chittamatra. Il y a encore des lamas qui suivent cette école Chittamatra ou pas? Ça, je peux pas te dire. C'est pas marqué. Je sais pas. Je pense que oui. Je pense que dans d'autres écoles, les Gelupa mettent tellement l'accent sur les Madhyamika Prasangika que tu te fais descendre. si tu défends des thèses Chittamatra, tu te fais laminer. Mais d'autres écoles, plus Kagyu, tout ça, ont... et c'est apparemment... enfin bref, il ne faut pas rentrer dans ces détails, ça, là, mais... ils ne sont pas tous présents, Madhyamika, Prasangika. Donc je pense qu'il y en a quand même pas mal. Ouais. Oui. On n'est pas obligé d'être Madhyamika, Prasangika. D'ailleurs, c'est très difficile d'être Madhyamika, Prasangika, je pense. Oui. Oui. Ah oui, bien sûr, oui. Il ne nie pas la réalité conventionnelle, bien sûr que non. Non. Oui. Donc, du coup, quand il parle, considère que sujet et objet sont issus d'une même entité, là, il ne parle pas de l'objet conventionnel, il parle de l'objet perçu. Oui, c'est ça. De l'objet, oui, exact, c'est ça.